Salut les gens, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts à avoir un debunk solide du GIEC? Donc on a une vidéo qui s'intitule « Les pets de vache détruisent-ils la planète ?» On y va. Vous pensez que le mensonge des 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf est le seul qu'on vous a... En 2 secondes, il a réussi à dire un truc faux, ok? Il vient de dire le mensonge des 15 000 litres d'eau. La claim des 15 000 litres d'eau, elle est pas fausse en soi, hein. Attention. Bon, c'est une claim qui revient souvent dans les débats, voilà, sur la question de l'impact sur l'environnement, de l'alimentation végétale, ok, du véganisme, et notamment sur l'impact en termes d'utilisation de ressources, et notamment sur l'utilisation de l'eau qui serait requise pour produire certains types d'aliments carnés. Cette statistique de 15 000 litres d'eau est souvent avancée dans les débats, etc. Et elle est souvent décrite aussi, notamment par les gens comme pas vegan, et Valek, qui avait fait une vidéo sur la consommation de viande, faut-il manger de la viande, avait justement parlé de ce truc de consommation d'eau. Et du coup, j'avais été remonté vraiment à la source, qui est même la source en fait qu'utilisent la plupart des études scientifiques aujourd'hui, qui parlent de cette utilisation d'eau. En fait, les 15 000 litres d'eau, donc c'est pas une stat qui est fausse, c'est simplement qu'après, il y a une distinction entre différents types d'eau, au bleu, au gris, etc. A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products, en 2012. Donc quand on mesure la quantité d'eau requise pour produire ces aliments, on a 3 types d'eau: verte, bleue et grise. Pour le bœuf, c'est juste qu'on a 14 000 litres qu'on appelle d'eau verte, qui est en fait considérée généralement comme de l'eau de pluie. Et donc au total, effectivement, ça fait 15 000 litres d'eau. Par contre, attention, on parle bien de la viande de bœuf. 1 kg de bœuf est le seul qu'on vous a servi. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 16 000 litres d'eau. 15 tonnes d'eau pour faire 1 kg de bœuf. J'espère qu'après avoir eu soif, parce que 15 000 litres d'eau c'est beaucoup, vous avez faim. Vous savez qu'en fait, en ville, au milieu de toutes ces émanations de fumée, de tout ce goudron, nous sommes en fait protégés des principales sources de pollution. Avant les médias et les réseaux sociaux, je n'avais aucune crainte d'aller en plein milieu de la nature et respirer à plein poumon. Mais il paraîtrait que les animaux d'élevage sont responsables de la moitié. Et voilà, Pas Vegan vient littéralement de debunk en 2 temps 3 mouvements tous les scientifiques travaillant sur le climat depuis des décennies. Dire qu'il suffisait en fait d'aller dans un champ où des vaches sont en train de brouter pour éclater tous les comités d'experts internationaux sur le climat du GIEC. C'est quand même incroyable. Plus sérieusement, il existe différents gaz à effet de serre et différents ce qu'on appelle PA, donc des polluants atmosphériques, et tous n'ont pas les mêmes propriétés. Certains ont une forte odeur, et il y en a d'autres comme le monoxyde de carbone par exemple, qui lui est totalement inodore. D'ailleurs, c'est ce qui fait de manière un petit peu connue sa dangerosité. Je rappelle qu'on a tous les ans des cas d'intoxication à ces gaz dans les habitations, qui vont parfois d'ailleurs jusqu'à des décès. C'est un gaz que vous n'allez pas détecter, et par exemple, du coup, 314 personnes ont été intoxiquées chez elles au monoxyde de carbone l'année dernière, et je crois qu'il y a eu 2 ou 3 morts, un truc comme ça. Et en général, c'est un gaz qui s'échappe des chaudières mal entretenues dans les habitations, etc. L'ammoniac, par exemple, qui est plus considéré comme un polluant atmosphérique, lui est très toxique et très irritable, notamment pour le système respiratoire. Et je rappelle d'ailleurs que l'élevage est une source anthropique très importante d'ammoniac, en raison notamment des déjections d'aliments, ce qu'on retrouve généralement sous le nom de gestion d'effluents d'élevage. Donc maintenant, pour en revenir à la claim de Pas Vegan, qu'en fait, si tu vas dans un champ où des vaches sont en train de brouter pour démontrer, parce que l'air est respirable, etc., que du coup les vaches ne polluent pas ou qu'il n'y a pas de pollution ou d'émission de gaz à effet de serre. Je rappelle que le méthane, c'est justement un gaz à effet de serre qui est inodore, qui est incolore, et qu'il est même pas toxique à moins d'être vraiment à forte dose, quasiment nécessairement dans un endroit, dans un espace fermé. Du coup, je rappelle aussi que le problème des gaz à effet de serre, c'est pas tant leur impact direct sur la santé humaine ou la transformation de l'environnement proche, mais bien la capacité en fait vraiment à s'accumuler, à se concentrer dans l'atmosphère, de telle sorte qu'en fait ça va créer des problèmes à échelle globale, de type vague de chaleur, événements climatiques importants tels que des tsunamis, etc. Et aussi du coup un truc qu'il faut pas confondre polluants atmosphériques et gaz à effet de serre, qui sont 2 choses différentes. Encore une fois, les polluants atmosphériques, ils posent surtout un problème en raison de leur toxicité plus ou moins directe. Et ensuite, les seconds, les gaz à effet de serre posent surtout problème, encore une fois, en raison de leur impact sur ce qu'on appelle l'effet de serre. Et après, par ailleurs, certains polluants atmosphériques peuvent par la suite impacter l'effet de serre, comme le monoxyde de carbone après oxydation par exemple. Moitié de la pollution sur Terre. La moitié. Moi j'aurais même dit les 3/4, mais c'est vrai que le niveau de maths des Français a baissé, on n'est pas sur pollution sur Terre. La moitié. Moi j'aurais même dit les 3/4. Alors ça c'est... on va y revenir après parce qu'il en reparle avec Mélenchon. Mais... 3/4, mais c'est vrai que le niveau de maths des Français a baissé, on n'est pas sûr que tout le monde aurait compris. C'est vrai que c'est souvent plus pollué au milieu d'une pâture que dans un... Voilà. Le GIEC débunké par Pas Vegan, c'est... On voit bien que c'est pollué sur une autoroute et pas dans un champ où il y a des vaches qui sont en train de brouter. C'est bien à la preuve qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre de la part des vaches dans les prairies, quoi. Tunnel en plein bouchon sur le périph' parisien. Si, c'est vrai. Jean-Luc Mélenchon nous explique carrément que les steaks polluent plus que tous les transports. La contribution de l'élevage au gaz à effet de serre est supérieure à celle de tous les modes de transport. Le mec défend
Alors ça, on va faire un fact-checking vite fait. Donc première affirmation dont se foutait pas vegan, c'était 50% des émissions de gaz à effet de serre de la part de l'élevage. Et la deuxième là, dont il est en train de se foutre, c'est Mélenchon qui dit que les émissions de gaz à effet de serre de la part de l'élevage sont supérieures à celles de tous les transports réunis. Ok, donc là on parle vraiment à échelle planétaire. Du coup, on va faire un fact-checking et je vais vous montrer les différentes sources d'où viennent ces affirmations. Le chiffre de 50%, il vient de ce papier-là, qui est publié en 2009 par worldwatch.org. Ils font des estimations du coup annuelles des émissions de gaz à effet de serre. Pourcentage mondial total, attribué donc aux produits animaux. Donc tout ce qui concerne l'élevage, 51%. Donc ça, une personne qui cite ce chiffre ne sort pas ce chiffre du fin fond de son cul, ok? Ce chiffre a une source, donc c'est ce papier-là. Et après, ce papier-là est lui-même consultable, etc. sur le site Worldwatch, du coup, .org. Donc encore une fois, c'est un chiffre qui date de 2009. Et après, le chiffre de plus que tous les transports réunis, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là 2006. Et là, par contre, c'est la FAO. Donc ça, c'est le chiffre qui est cité du coup par Jean-Luc Mélenchon. Donc pour eux, le chiffre total, c'est 18%. Et ce qui représente une plus grande contribution que tout le secteur en fait des transports à échelle planétaire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas non plus sorti ce chiffre-là, pareil du fond de son cul, en mode j'invente des chiffres en direct ou je sais pas quoi, pour essayer de défendre mes positions. Non, ce chiffre vient d'un rapport, et un rapport qui est plutôt solide et qui est effectué, produit par une entité des Nations Unies. C'est pas non plus un article de blog tout pété qu'on peut trouver en ligne, je sais pas où. Donc ça, c'est juste pour le fact-checking de ces deux trucs-là. Alors après, il faut bien comprendre, selon les études qu'on lit, selon les rapports qu'on épluche, on voit que voilà, il y a différents chiffres qui sont avancés. Le rapport, je crois, de 2013 par la FAO a diminué à 14,5%. Donc le premier, encore une fois, de 2009, là, c'était 50%, 2006, 18%, et 2013, la FAO dit 14,5% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'élevage, voilà. Donc les chiffres varient en fonction des sources. J'ai pas une opinion particulière sur quelle est la meilleure de ces sources-là, il faudrait vraiment se pencher à fond sur la méthodologie, mais moi ça m'intéresse pas tant que ça parce qu'on a déjà suffisamment de données, notamment grâce au GIEC, et des études en fait annexes qui nous permettent déjà de dire que de toute façon, il faudrait diminuer drastiquement la consommation de produits animaux pour affecter positivement, on va dire, le changement climatique et réussir à parvenir à réaliser voilà, les objectifs de limitation à 1,5 degré ou 2 degrés d'ici 2050, etc. En corps et âme, le steak de soja, pourtant, je peux vous dire qu'il a plus une tête à bouffer des entrecôtes. Hein. Faites passer de gueule. Ah, on me la fait pas, moi je les détecte à 100 km, les mecs. Est-ce que vous saviez que pendant des siècles, les paysans dormaient dans la même pièce que leur bétail? Et pourtant, la vache qui pète et qui pollue, elle arrête pas son système digestif la nuit. Donc, le niveau des arguments. Il y a quelques temps, les éleveurs dormaient dans les étables avec les vaches, et les éleveurs étaient encore vivants le matin, qui montre bien que les vaches ne produisent pas d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est le niveau des arguments de pas vegan. On est d'accord que les premiers degrés, je suis désolé, les premiers degrés, hein, là, c'est... Ouais, ça me flingue tellement, mais bref. En fait, ça me flingue parce que j'ai l'impression que je suis obligé de réfuter des arguments. Normalement, c'est plutôt des vannes, quoi. Entre vegan, on pourrait se faire des vannes comme ça, machin truc. Mais là, je suis obligé vraiment de réfuter ça comme si on prouvait des arguments solides, quoi. C'est ça qui me flingue. Mon gars, il y a des sources en description, à ton avis. Alors, les sources de pas vegan, donc c'est sa boutique, sa chaîne bis, j'apprends qu'il a une chaîne bis, je ne savais pas qu'il avait une chaîne bis. Sa page Facebook, sa page Twitter et sa page Instagram. Voilà les sources pour cette vidéo. Bon, à part ça, pour répondre sérieusement à son argument là, donc encore une fois, ce qu'on remet en cause avec les vaches, c'est la production de méthane, qui est produite par ce qu'on appelle la fermentation entérique. Et encore une fois, le méthane est un gaz inodore, incolore et non toxique, sauf à très 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 forte dose. Et bien évidemment que être avec des vaches dans un lieu fermé ne va pas vous rendre malade, voilà. Et encore une fois, il y a une différence aussi, attention, entre toxicité d'un gaz et pouvoir d'un gaz en termes d'impact sur ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc comment faisait-il pour survivre si c'est si mortel? Maintenant, pour comparer, je vous invite à tenter de vous endormir dans un garage avec une voiture démarrée. L'accumulation du monoxyde de carbone vous tuerait en 1 heure, maximum. C'est d'ailleurs comme ça que les Allemands ont voulu se débarrasser des Juifs en premier pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, alors c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, à la base, quand ils ont commencé à faire du gazage, ils utilisaient des pots d'échappement de camions. Et je voudrais juste signaler un truc, on a fait exactement la même chose pour des animaux non humains. C'est-à-dire que pendant les périodes de grippe aviaire, on a littéralement tué des poulets, etc. En les asphyxiant, pareil, avec du gaz qui venait de moteurs en fait. J'en avais parlé, j'avais mis des images, il y a des images qui ont été prises par L214 et aussi par d'autres associations en Italie et dans d'autres pays européens, qui étaient aussi touchés par la grippe aviaire. Et on a effectivement gazé les animaux de cette manière-là. En fait, ce que certains reprochent aux vaches, c'est de lâcher trop de gaz. Nous, ça va. On nous demande de baisser le chauffage ou de manger moins de viande. Elles, carrément, elles ont plus le droit de péter ni de rôter. Donc, estimez-vous heureux, les gueux. Alors, je vais rappeler quelques évidences bienvenues pour l'occasion. 1. Les vaches ont le droit de péter et de rôter.
Et 2, pas vegan a le droit de fermer sa gueule. Voilà, 2 évidences. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, si je devais choisir entre une vache qui lâche des caisses et pas vegan qui raconte de la merde, mon choix serait vite fait. C'est ma maîtresse. Après, c'est clair qu'en termes de quantité de gaz, même aucun tonton bourré à un repas de famille ne peut rivaliser avec elle. Mais pour autant, est-ce que ces gaz ont un réel effet sur le réchauffement climatique? On va voir ensemble que non. J'aime bien pas vegan qui chante. Genre, le truc, c'est littéralement étudié par des centaines de scientifiques depuis des décennies. Et pas vegan pose la question en mode un peu question rhétorique. Est-ce que ces gaz ont un impact sur le réchauffement climatique? Ça me flingue. Seulement les anti-viandes ont largement surestimé l'impact de l'élevage et que quand on met en comparaison avec toutes les autres sources de pollution et de vie, cela n'a aucun sens. Aucun. Pendant sa vie, la vache mange principalement de l'herbe, qui passe par son système digestif composé de plusieurs estomacs. Dans le processus, du gaz est produit, qui sera largement éructé et pas flatulé, comme beaucoup trop l'imaginent. C'est la décomposition des glucides complexes qui provoque cela, notamment la cellulose. Les végétaux quoi. C'est pourquoi les animaux herbivores produisent infiniment plus de gaz que les carnivores. D'ailleurs, les véganes produisent 7 fois plus de gaz que le reste de la population. Alors ça, pour info, j'ai été checker sa source pour ça, ok. Donc un article de Futura intitulé « Les personnes qui mangent plus de végétaux pour les 7 fois plus de flatulences ». Déjà, on parle pas de vegan, on parle juste de personnes qui mangent plus de végétaux. Figurez-vous que ce truc-là est basé sur une source, effectivement, sur une étude scientifique, qui est cette source-là. Dans cette étude scientifique, il y a eu un seul groupe de personnes et on les a soumis à 2 types d'alimentation différents, en 2 phases différentes. Il y avait pas de groupe de vegan ou de pas vegan. Il y a eu 2 types d'alimentation. Le premier avait vraiment très peu de fibres, beaucoup de lipides, très peu de fibres, assez peu de glucides. Et le deuxième, on a beaucoup augmenté le niveau de fibres. Et il s'avère que le groupe avec le plus de fibres avait effectivement plus de flatulence. Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que dans l'étude scientifique, c'est un signe de bonne santé. Je rappelle que la consommation de fibres est associée, j'en ai parlé dans ma réponse à Nassim Saïli, la consommation de fibres est associée à énormément de bienfaits pour la santé, notamment réduction d'incidence de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Dans cette étude-là, le groupe qui mangeait peu de fibres, 4 ou 5 grammes de fibres par jour. La recommandation de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, conseille au minimum 30 grammes par jour. Personnellement, je préfère péter un peu plus et pas mourir d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire. Mais après, chacun son truc. Et le deuxième groupe, en l'occurrence, enfin le deuxième type d'alimentation, était sur un apport en fibres, je sais plus de combien, ah bah c'est là, 54. Donc c'est beaucoup plus que la recommandation officielle. Donc vous n'avez pas besoin, en tant que vous soyez vegan ou pas vegan d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de consommer 55 grammes de fibres par jour. La recommandation de l'ANSES, encore une fois, c'est 30 grammes. À 30 grammes, c'est probablement suffisant. Enfin, je retrouve des sources là-dessus, mais j'en avais parlé dans une vieille vidéo. Globalement, la population française est carencée en fibres, consomme moins que 30 grammes de fibres par jour. Est-ce qu'il y a une différence de gaz à effet de serre? Non. De toute façon, ça tu peux pas le... Non, là c'est vraiment juste pour revenir sur l'étude, etc. Évidemment que l'argument de pas vegan est complètement claqué au sol. Je reviens plus sur l'étude qu'il a citée pour dire regardez les vegan P+, donc soyez pas vegan, tu vois. Moi c'était plus ça que je voulais réfuter. De la population. Et eux par contre c'est des flatulences et pas des éructations. Donc bonjour l'ambiance. D'autant plus que le méthane est censé être un gaz inodore, ce qui n'est pas le cas des véganes. Déjà faut bien comprendre que ce qui fait qu'un pet sent mauvais en fait, c'est pas le méthane ou c'est pas... Il y a un truc, je sais plus exactement c'est quoi le nom du gaz. Ah, c'est le sulfure d'hydrogène, voilà. C'est le sulfure d'hydrogène apparemment dans les pets qui fait que ça produit une odeur, une mauvaise odeur. Rien que là, on comprend que ce n'est pas plus la vache que le vegan qui produit des gaz, mais la digestion. Et par ailleurs, tout le monde sait que les non-véganes ne pètent jamais. Hein. Si vous connaissez des personnes qui ne sont pas véganes, sachez que ces personnes-là ne pètent jamais. Ça n'est jamais arrivé dans leur vie et ça n'arrivera jamais. Hein. C'est... Des végétaux. L'omnivore par rapport au vegan a juste délégué une partie du travail de digestion et donc de tous ces gaz. Entre ces 3 gaz de digestion, celui qui est le plus puissant est le méthane. Pendant longtemps, les écolos nous ont avertis de son danger pour le réchauffement climatique. Et ce n'est pas la première fois, mais leurs calculs sont faux. Ils ont regardé la... Leurs calculs sont faux. Le GIEC en PLS. Puissance du méthane par rapport au dioxyde de carbone, hashtag CO2, en sous-estimant l'impact de sa durée de vie 100 fois plus courte. Alors ça, je serais bien curieux de voir sa source. Il a peut-être essayé d'aller lire 2-3 trucs qui parlent vaguement de réchauffement, de changement climatique, de gaz à effet de serre, etc. Mais je pense que ou bien il a rien compris, ou bien encore une fois là il est en train de... Voilà, lui pour le coup, tout ce qui sort, il le sort vraiment de son cul. La durée de vie dans l'atmosphère, il dit elle est 100 fois moins inférieure pour le méthane que le CO2.
Sauf que le CO2, en fait, la durée de vie dans l'atmosphère, elle peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'années. Par contre, je vais vous montrer effectivement ce qui est un lien avec ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement global d'un gaz à effet de serre. Et pour ça, vous avez un site que je vous invite à consulter, qui s'appelle le CITEPA. C'est une organisation à but non lucratif dont la mission est justement de parler de tout ce qui concerne, d'un point de vue scientifique, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, les polluants atmosphériques, etc. Et c'est un organisme qui est consulté par l'État pour produire, encore une fois, des analyses, etc. et tout ça. Et par ailleurs, ce CITEPA est utilisé par les gens qui avaient fait le rapport pour la Cour des comptes. Si vous vous souvenez de ce rapport-là de la Cour des comptes qui invitait à une réduction drastique du cheptel bovin en France, justement pour réaliser des objectifs de minimisation des gaz à effet de serre et notamment du méthane. Donc le méthane, c'est évidemment un puissant gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle un forceur climatique. Voilà, il y a plusieurs types de forceurs, il y a les forceurs climatiques, il y a les forceurs comme pas vegan, voilà, bref. À courte durée de vie, ainsi qu'un précurseur d'ozone, blablabla. Selon l'édition 2019 du bulletin annuel sur les gaz à effet de serre publié par l'Organisation météorologique mondiale, le CH4, donc le méthane, c'est le deuxième contributeur au forçage radiatif total des gaz à effet de serre, à hauteur de 17% en 2018, après le CO2, 66%, et avant le N2O, 6%. Et en 2018, les concentrations moyennes mondiales de méthane dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés depuis l'époque pré-industrielle, donc depuis 1750. Il s'avère qu'effectivement le CH4, donc le méthane, a une durée de vie dans l'atmosphère courte, et par exemple le GIEC l'estime à 12 ans. Ça a un petit peu évolué, mais pas tant que ça, on passe de 12 ans à 12,4 ans. Par contre, en ce qui concerne le PRG, c'est-à-dire le pouvoir de réchauffement global, qui lui en fait est toujours rapporté à ce qu'on appelle toujours rapporté au dioxyde de carbone, le CO2, sur 100 ans on l'estime à 28. En gros, il est 28 fois plus fort en fait que le CO2. Après, ce chiffre-là dépend qu'on parle évidemment de sur 20 ans ou sur 100 ans. Il peut impacter la qualité de l'air, indirectement en tant que précurseur de l'ozone, qui lui a des effets négatifs importants sur la santé respiratoire, etc. Sachez qu'au niveau de la France, le secteur agricole est donc principale source d'émissions de méthane du fait majoritairement de la fermentation entérique et des déjections animales. Il présente une baisse de ses émissions de 7,1 millions de tonnes de CO2, etc. sur la période 1990-2021. Donc la production de méthane en France diminue. Mais pourquoi elle diminue? Parce qu'en fait, justement, on fait diminuer le cheptel. Ceci étant dit, en 2021, la fermentation entérique représente encore 85% des émissions de CH4 du secteur agricole. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rapport de la Cour des comptes parlait vraiment d'une réduction du cheptel des vaches comme vraiment une condition nécessaire pour parvenir à réaliser les objectifs climatiques de la France dans les prochaines décennies. Je répète, le méthane a un pouvoir de réchauffement de l'atmosphère plus puissant à l'instant T où on le mesure, mais il vit 100 fois moins longtemps que le CO2. Mais ce qui est vraiment Donc ça c'est faux de dire qu'il vit 100 fois moins longtemps que le CO2, c'est faux. génial avec ce méthane que les animaux d'élevage produisent, comme beaucoup d'êtres vivants, c'est qu'il fait partie d'un cycle. Le cycle biogénique du méthane. La vache mange l'herbe, elle éructe du méthane qui va rester 10 ans dans l'atmosphère, puis ce méthane va se décomposer en eau et en CO2 pour finalement revenir dans les végétaux que la vache va manger. Et alors imaginons en bons écolos que nous sommes. On supprime les élevages à un endroit. Et ça, on se dit que peut-être les scientifiques du GIEC ne se sont pas dit « Ah, peut-être que c'est un cycle et qu'en fait, du coup, il n'y a pas vraiment... L'élevage n'est pas vraiment net émetteur, etc. Ça, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Non, l'analyse pas vegan supplante toute analyse scientifique du GIEC, par exemple. Natures sur lesquelles les vaches mangées sont laissées à l'abandon. La nature reprend ses droits, des animaux sauvages viennent remplacer ceux d'élevage et produiront le même méthane. Et qu'est-ce qu'ils sont cons? N'oublions pas. Jamais il dit qu'est-ce qu'ils sont cons, mais en sortant un argument, encore une fois, complètement claqué au sol. Alors, cet argument, pourquoi il est claqué au sol? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il faut prendre en compte le nombre d'animaux sur l'espace donné. Deux, il faut prendre en compte les émissions par animaux. Je rappelle que toutes les espèces animales n'émettent pas de manière égale par individu. Encore une fois, on sait que les vaches sont particulièrement émettrices de méthane. C'est pour ça d'ailleurs que les questions de réduction de ce qu'on appelle les cheptels concernent toujours les vaches en particulier, pas par exemple réduction du cheptel de poules ou de lapins, etc. On parle bien toujours des vaches. Et enfin, il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle le stockage du carbone. Et le stockage du carbone, il diffère
selon les surfaces et a fortiori du coup selon le ratio final émission de carbone versus stockage du carbone. Pas qu'avant qu'il y ait des bœufs élevés par les humains, il y avait des aurochs ou encore des bisons sauvages, dont le nombre n'était pas si éloigné de ce qu'on élève aujourd'hui. Ensuite, on estime à 1,5 milliard le nombre de bovins sur Terre. Sur les milliards d'êtres vivants sur Terre, comment peut-on penser que cette infime partie du vivant sur cette Terre pose tant de problèmes? Est-ce que vous savez... Il y avait 1 milliard d'aurochs, je sais pas, faudrait consulter une source, faudrait pouvoir consulter une source sur le nombre de vaches ou d'animaux type bovins qui ont vécu à l'état sauvage, je sais pas en quelle année ou en quelle décennie ou en quel siècle. Toujours est-il que en fait la logique, encore une fois, est complètement fracassée. C'est un peu comme si je disais, comment peut-on penser qu'un milligramme de cyanure peut être mortel? C'est rien du tout, un milligramme. Ou alors, peut-être que certains aliments, encore une fois, émettent plus que d'autres. Peut-être qu'il faut analyser la problématique de manière systémique. Peut-être que plutôt que se fier à des intuitions ou invoquer El Famoso bon sens, il serait préférable de se fier à des données empiriques, lesquelles ont été recueillies, étudiées, analysées par des scientifiques, encore une fois, et des experts dans les domaines, grâce à des outils et des méthodes validés par la communauté internationale et la recherche scientifique. Voilà. Vous saviez que les scientifiques ont estimé que juste les araignées mangent jusqu'à 2 fois plus de viande que tout. Encore une fois, je vois pas le rapport entre la consommation de viande et les émissions de gaz à effet de serre en soi, en fait. Toute l'humanité. Et est-ce On pourrait avoir une consommation de viande qui n'impacterait pas aussi négativement les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la viande de synthèse. que vous saviez qu'environ 80% de la biomasse La animale question n'est pas, encore une fois, la viande elle-même. C'est la façon dont elle est produite. sur Terre, c'est des insectes et que eux aussi produisent des gaz quand ils mangent du végétal. Les insectes pètent ou rôdent, je sais pas, j'ai pas étudié le dossier en détail. Ah, on a un aveu. Pas Vegan n'a pas étudié le dossier en détail. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de le dire? Je pense qu'on avait tous plus ou moins cette intuition-là de base. Hein. Je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, personne ne s'est dit « Putain, Pas Vegan, il a vraiment bien étudié le sujet. Hein. » Que ce soit notre empreinte carbone ou celle des bovins, quand on parle uniquement de notre régime alimentaire, on ne représente qu'une poussière d'étoiles dans cet univers. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être irresponsable. Mais penser que les vaches et leurs pâtures détruisent la planète, c'est du délire. D'ailleurs, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais Prouve-le que c'est du délire, ma gueule. Hein. les prairies des vaches ont plein d'avantages. Elles ont la capacité de capturer beaucoup de carbone, qui limite le réchauffement climatique. Ouais, alors ça d'ailleurs, ça avait été évoqué dans le rapport de la Cour des comptes. Un gros checkmate pour Pas Vegan, justement, encore une fois. Rapport de la Cour des comptes, qui date, je rappelle, de mai 2023. Je vous lis ce paragraphe. Pour la disparition d'une vache laitière et la conversion en culture de la prairie d'un hectare où elle pâture, les émissions augmentent d'1 tonne de carbone par an, puisque la prairie ne stocke plus, et les émissions entériques baissent dans le temps de 3 tonnes de carbone par an, que la vache n'émet plus. Le bilan de la disparition d'une vache est donc largement positif du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et donc je rappelle que ce rapport de la Cour des comptes se base voilà, sur tout un tas de données, notamment du site EPA, aussi des données d'ailleurs de l'Institut de l'élevage. Hein. Donc en ce qui concerne la France, l'élevage bovin est responsable de 11,8% des émissions d'équivalent CO2, comparable à celle des bâtiments résidentiels du pays. L'élevage bovin en France émet autant que l'ensemble des bâtiments résidentiels du pays. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane, souscrit dans un accord international du coup signé par la France, appelle nécessairement une réduction importante du cheptel. La consommation de viande n'a pas forcément baissé en France, et donc effectivement il y a eu une diminution au fil des dernières décennies du cheptel bovin et donc des émissions de gaz à effet de serre dues à l'élevage bovin, évidemment, ça se suit, c'est parfaitement corrélé comme vous pouvez le voir sur la courbe. Ceci étant dit, du coup on a augmenté la consommation par exemple de poulet et potentiellement d'autres animaux. Voilà. Ce qui fait qu'au final, on émet moins de gaz à effet de serre, mais par contre, on tue plus d'animaux, puisqu'on tue beaucoup plus de poulets. Aujourd'hui, on tue environ 900 millions de poulets chaque année en France. Je veux pas dire de bêtises pour les bovins. Je crois que c'est maximum 4 ou 5 millions, vraiment max, de bovins tués chaque année en France dans les abattoirs. Donc après, si on incorpore dans toute cette analyse la question éthique d'exploiter et de tuer des animaux,
Bah, il s'avère qu'en fait, on n'a pas une position aujourd'hui, une situation plus éthique, puisqu'on tue plus d'individus et qu'on en exploite plus. Voilà, c'est les poulets qui trinquent, les poulets de chair. Elles enregistrent des records de biodiversité, plantes, fleurs, insectes, animaux. Elles permettent aussi de limiter les incendies en servant de zones tampons entre les forêts. Elles nous permettent d'avoir de la nourriture pour un coût environnemental très faible. Et vous allez... Ok. On voit bien tous avec cette vidéo, je pense, la loi de Brandolini mise en action. Vous avez vu le nombre de sources que j'ai dû citer, le nombre de chiffres que j'ai dû citer, etc. Alors puis, ils sortent vraiment les arguments claqués au sol. Il n'y a aucune source, rien du tout. C'est vraiment la loi de Brandolini en action, là. Là, je pense que c'est une très belle démonstration. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors si on veut vraiment diminuer les émissions... Salut Serge Moisy. Est-ce que Pavegan a réussi à débunk? Écoute, on peut faire un vote à la fin. On peut faire un vote du public à la fin et les gens dans le chat voteront si Pavegan a réussi à débunker le GIEC ou pas. De gaz à effet de serre, on sait déjà où il faut regarder. Avec la crise du coronavirus, on a pu comprendre ce qui polluait vraiment. Il y a eu une amélioration spectaculaire de la qualité de l'air, surtout dans les grandes villes, où les nuages de pollution disparaissaient. Pourtant, les gens... Ça c'est vrai au fait, hein. Ça c'est vrai que pendant la période du Covid, il y a eu une amélioration par rapport à certaines choses. D'ailleurs ils en parlent si t'es pas... n'avait pas arrêté de manger. Par contre, l'économie mondiale était quasiment à l'arrêt, ce qui nous ramène aux grandes sources d'émissions de méthane que sont les transports, l'industrie et le commerce. Comme Question de protocole. Pourquoi il nous met un truc des États-Unis là je me dis, ou bien il va citer un truc français, ou bien il va citer un truc à échelle mondiale. Mais pourquoi tu me cites un truc des États-Unis? le précise. À part ça, j'ai pas été checker sa source. Hein. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas quel est le contexte, machin truc. Le site pas en parle aussi. Hein, des émissions, je crois, à échelle mondiale pour le méthane. Donc enjeu actuel niveau mondial, dans le rapport spécial 1,5 degré du GIEC, donc c'est le rapport de 2018 du GIEC, il est souligné que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut réduire les émissions de méthane de 35% d'ici 2050 par rapport à 2010. Voilà, après effectivement, si de toute façon, si on lit le rapport du GIEC, mais je l'ai déjà cité dans plein de vidéos, à chaque fois je remets les petits graphiques, on voit bien que par exemple en termes d'alimentation, une alimentation végane permet qui a été généralisée en tout cas, permettrait d'avoir un impact vraiment très positif là-dessus. Précise là. Il sort toujours les graphiques chelous, ouais, c'est comme Valek qui avait été chercher des graphiques, des trucs qui allaient même pas vraiment dans son sens, en plus il s'en mêlait les pinceaux, c'était... L'Agence américaine de protection de l'environnement. La NASA a aussi étudié le dossier et a montré que l'augmentation du méthane dans l'atmosphère depuis 2006 est surtout due à l'explosion de l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi les... Alors ça en fait, c'est pas forcément que c'est faux, c'est juste qu'on a effectivement depuis longtemps, enfin depuis quelques temps on va dire, on est sur justement des politiques de diminution des cheptels par exemple, c'est ce qu'on voit en France. En France on voit bien qu'on a une réduction du cheptel bovin, qui est le principal émetteur encore une fois de méthane en France au fil des décennies. Mais pendant ce temps-là, en fait, on n'a pas forcément une diminution des autres types d'émetteurs. Donc il arrive forcément à un moment donné où oui, il y a d'autres types d'émetteurs qui vont augmenter et d'autres sources émettrices qui vont diminuer. C'est le cas donc voilà. Mais encore une fois, ça du coup, c'est pas ça réfute en aucun cas le fait qu'il faille diminuer les cheptels d'animaux, notamment bovins, pour réduire les émissions, encore une fois, de méthane, que ce soit en France ou à échelle mondiale. L'expansion des zones humides et la riziculture. En fait, ce qui pollue, ce n'est pas la vache ou le riz, c'est surtout la manière dont il est produit, notamment la quantité de pétrole qu'a dû utiliser l'agriculteur. Parce que ce pétrole, c'est du méthane et du dioxyde de carbone qui étaient enfouis dans le sol et qu'on injecte dans l'atmosphère une fois qu'on l'utilise. Et c'est ça qui crée un réel réchauffement climatique. Si la vache... Tout ça, je ne prends pas la peine de répondre. Hein. Est nourrie uniquement à l'herbe dans ses pâtures, pas de pollution puisque tout est un cycle et se recycle. Pas de réchauffement de la planète. C'est celui que l'on déterre du sol pour le mettre dans l'atmosphère qui a un effet réchauffant. C'est le méthane fossile versus le méthane biogénique. Ce qui est triste, c'est que l'élevage bovin peut être le pire comme le meilleur. Le pire quand il est industriel, car les vaches ont une croissance plus lente que les poulets et les cochons, et ils consomment plus de ressources comme les céréales qui polluent à leur production. Et c'est le meilleur quand l'élevage reste simple et respectueux de son environnement, car la vache n'a besoin en principe que d'herbe pour vivre, contrairement aux poules et aux cochons qui doivent forcément être nourris au grain, et dont la production nécessite forcément l'utilisation de polluants, on va dire, parce que c'est pas forcément pesticides tout ça, mais voilà, tracteur, moissonneuse, et oui, les baguettes de pain et les céréales, ça pousse pas dans les... Pour info, la raison pour laquelle justement la question de l'impact local
en termes d'émissions de gaz à effet de serre est pas si importante que ça, c'est justement parce qu'en fait, ce qui est le plus important, la métrique la plus importante n'est pas en fait la provenance d'un aliment, mais bien la production de cet aliment. J'avais fait une vidéo justement sur alimentation locale versus non locale, et on voit bien que en fait, consommer par exemple des produits de la viande rouge locale n'aide en rien par rapport à une viande rouge qui vient d'ailleurs, tout simplement parce que voilà, tu ne peux tout simplement pas produire ce type d'aliment de manière environnementale friendly, quoi. C'est juste pas possible. Il vaut mieux consommer des produits qui viennent de loin, des végétaux qui viennent de plus loin que la viande rouge locale pour cette raison-là. Là, on parle pas d'éthique, hein, évidemment. Après, l'argument éthique, voilà, il flingue tout le reste. Mais si les médias racontent n'importe quoi sur ce sujet, il n'y a aucune volonté de nous faire du mal. C'est plutôt qu'ils cherchent à garder des messages simples pour les gens qui ne s'intéressent pas en profondeur à tout ça. Contrairement à nous, on a réellement besoin aujourd'hui de diminuer la consommation de viande pour la population globale. Alors, des fois, quand je regarde Pas Vegan, j'ai l'impression de voir en fait une parodie de Pas Vegan. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui parodie Pas Vegan presque. diffuser sur un média de grande écoute que l'élevage bovin pollue, c'est une bonne chose, sachant que 99% des gens qui entendent ce message mangent des steaks hachés industriels. Et chaque information négative que partage un média sur une ressource alimentaire, cela diminue la demande, ça permet de réguler son prix. Ça, c'est un peu l'instant fallacieux de Pas Vegan de je vais dire un truc qui va un petit peu à contresens de ce que j'ai d'habitude, et du coup, les gens, en fait, ce qu'ils retiennent de ça, c'est attends, Pas Vegan, c'est un mec modéré, il a quand même dit qu'il fallait. C'est quand même un mec qui a de la réflexion, il a quand même dit que c'était une bonne chose de dire que il y a quand même un impact un peu négatif de la viande, qu'il faut diminuer la consommation. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein. Il y a des fois où j'ai fait la plupart des vidéos de réponse que j'ai fait à Pas Vegan, il y a toujours eu des gens dans les commentaires qui disaient. Ou même des conversations que j'ai pu avoir en vocal avec des gens qui voulaient défendre ce que disait Pas Vegan. Des gens qui viennent et qui disent Pas Vegan, il est pas dogmatique, il est pas hyper pro-carniste, pro-viande d'un machin truc, il est dans une démarche raisonnée, dans une démarche de je suis contre l'élevage intensif, et puis il faut quand même en parler, diminuer la consommation de viande. Et en fait, c'est parce que Pas Vegan va disséminer ici et là dans ses vidéos des petites phrases comme ça, qui semblent aller un petit peu dans le sens de ce que moi je vais dire par exemple. Et en fait, les gens ils retiennent que s'il a dit ça, c'est bien que c'est quelqu'un de modéré, etc. Et ceux qui en ont vraiment besoin et qui savent reconnaître les propriétés nutritionnelles et gustatives, ils seront jamais affectés par ces messages. Alors merci aux médias pour le Attends, du coup, j'ai pas suivi cette phrase-là. qui en ont vraiment besoin et qui savent reconnaître les ressources alimentaires, cela diminue la demande, ça permet de réguler son prix, et ceux qui en ont vraiment besoin et qui savent reconnaître les propriétés nutritionnelles et gustatives, ils seront jamais affectés par ces messages. Alors merci aux médias pour le merveilleux travail d'ingénierie sociale, et à tous les végans pour toute la viande que vous nous laissez. Si vous avez aimé la vidéo, alors faites-le moi savoir avec un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager, ça fait extrêmement plaisir, et on se retrouve pour d'autres sujets de vidéos. Merci. J'ai faim. Bon, on va se faire un petit steak. Est-il raisonnable? J'ai voulu laisser jusqu'à la fin juste pour vraiment vous faire cringer jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. C'est un peu bâtard de ma part, j'avoue.